Bonjour, j'ai juste un moment d'inquiétude. Ça n'arrive pas très souvent dans les manifestations scientifiques. On est en avance. C'est parce qu'on vous connaît, Bernard. Ah, bon, je suis percé à jour. Alors, notre première table ronde, oui, je m'associe au remerciement d'Isabelle sur nos deux parrains et marraines, ou marraines et parrains. Ça n'a pas été complètement simple, mais voilà, c'est bien aujourd'hui. Alors, commençant la première table ronde, je ne renouvelle pas les remerciements à tous ceux qui sont présents et ceux qui sont à distance. Je rappelle simplement que nous avons une petite application WooClap qui vous permet, en présentiel ou à distance, de poser des questions qui arriveront dans le débat. C'est l'idée d'animer au maximum les choses. Pardon. Et puis, je remercie aussi nos collègues de la DPNM de l'université qui nous assurent une qualité technique et un accompagnement sur tout ce qui est l'organisation technique tout à fait remarquable. Alors, cette première table ronde, et c'est un mot important sur lequel je reviendrai, parce qu'il traduit l'esprit qu'on a voulu donner à ce premier colloque. Donc, table ronde, elle est intitulée Use Tech Lab, une approche écosystémique efficace. Alors, pourquoi on a retenu ce titre qui pourrait apparaître comme un peu pédant? C'est simplement pour dire quelle est notre ambition partagée, celle de conjuguer des compétences différentes et d'accorder et d'associer les professionnels des établissements à ce travail de recherche. L'idée étant évidemment d'améliorer les prises en charge, le traitement des patients. Donc, avant de... Pardon, j'ai beaucoup de mal avec le masque. Excusez-moi, il est très difficile de... avant de donner la parole aux différents intervenants, je voulais juste souligner quelques dates, en fait, qui illustrent un peu notre démarche et qui nous inscrivent aussi dans l'histoire. La première date que je voulais souligner c'est 1962, qui n'est pas mon année de naissance, mais qui est l'année de naissance des CHU. Et l'idée du professeur Debré à l'époque était de faire travailler ensemble les facultés de médecine et les centres hospitaliers. On sait que la création n'a pas été aussi simple que ça, et on peut se souvenir que le général de Gaulle aurait dit au professeur Debré: vous voulez faire travailler les médecins toute la journée au lit du patient, vous n'y arriverez jamais. Mais il y est arrivé. Et on dit que ça a amélioré la qualité des soins et la qualité de la recherche aussi. Donc c'est une bonne idée. Deuxième bonne idée, 1966, c'est toujours pas mon année de naissance, c'est bien plus tardif. C'est la création du premier laboratoire associé du CNRS avec l'université, qui dit encore la même chose. On a une chance de progresser si on associe des compétences différentes. Nous, quand on a créé le Living Lab, Use Tech Lab, donc ça nous amène en 2019, l'idée c'est d'associer l'université, la Mutualité française Centre-Val de Loire, le CHRU, les industriels, les concepteurs de technologie et les professionnels dans les établissements avec le soutien de la puissance publique, vous l'avez dit, le FEDER, la région Centre-Val de Loire, la métropole. Donc l'idée de construire une structure originale qui doit être souple pour rendre possible et valoriser les coopérations entre les professionnels de tous les métiers, qu'ils soient de la recherche sur le terrain, qu'ils soient des industriels, qu'ils soient des innovateurs. Et donc, en créant, c'est ça qu'on appelle un écosystème favorable, et dans l'objectif de mieux comprendre les enjeux que posent les technologies qui s'inscrivent dans un champ professionnel ou dans un ensemble de champs professionnels, si on prend la santé. On règle une partie des problèmes en se disant, enfin moi c'est mon mantra, ça je le répète assez souvent, je ne sais pas si je suis convaincant, mais moi je suis convaincu. Notre solution, c'est le partenariat.
de se dire qu'on fait en partenariat des choses qu'on n'est pas capable de faire tout seul. On n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences pour faire tout seul. Et donc la seule façon, c'est d'associer des compétences, les compétences des industriels, les compétences des professionnels, les compétences des différentes disciplines, pour essayer de franchir des seuils auxquels on resterait bloqué, des plafonds de verre, on pourrait dire. Alors, j'en suis à 3 dates, j'en souligne une 4e, qui est une coïncidence que je veux croire heureuse. En 2019, la Haute Autorité de Santé a inscrit l'innovation technologique et organisationnelle parmi ses objectifs stratégiques, qui se sont déclinés en 2020 par le guide méthodologique qui nous dit qu'il faut faire une cartographie des impacts organisationnels des technologies de santé, qui nous dit une chose, qui nous dit très bien, enfin ça dit comme nous, donc on est évidemment content, mais qui nous dit qu'une technologie ne résout pas les problèmes. Une technologie peut les déplacer, elle peut aider à les résoudre ou elle peut dégrader un fonctionnement. Donc je ne vais pas plus loin là-dessus, mais c'est effectivement le cœur de ce qu'on essaie de faire dans le Living Lab. Et pour le synthétiser et pour rester, on est encore en avance, on a préparé un petit film qui dure 3 minutes, je crois, 4 minutes, qui essaie de présenter de manière très efficace et qui va m'autoriser après à passer la parole. Alors je précise juste quand même qu'il y a une dernière date que je veux signaler, c'est le 17 juin 2021. C'est à la fois le premier colloque et c'est aussi l'anniversaire de 2 des organisateurs, Isabelle Sabadotto et Jean-Philippe Fouquet. Voilà. Et le responsable du choix de cette date-là, c'est quand on a consulté les présidents et directeurs généraux des 3 partenaires, c'est cette date-là qui a fait l'unanimité. Là encore, je vais l'interpréter comme un signe qu'on a de la chance et qu'il faut continuer comme ça. Ustech Lab est le premier laboratoire de recherche en santé, en sciences humaines et sociales. Ustech Lab développe une approche écosystémique, c'est-à-dire que nous associons à la fois les professionnels de santé de terrain, mais également les chercheurs, qu'ils soient des chercheurs en sciences humaines et sociales, en informatique, en psychologie, également en médecine, et des industriels ou des start-up autour de programmes de simulation, mais également de recherche terrain. Nous avons étendu ce partenariat avec le CHRU l'année passée pour créer un Living Lab tout à fait innovant qui s'articule autour des compétences des professionnels de santé de terrain. L'objectif étant de concevoir avec eux les nouvelles organisations, mais également de les accompagner dans la façon dont ils vont pouvoir faire évoluer leur métier et les formations de demain. Alors, le CHRU de Tours, en tant qu'acteur de la santé, était bien sûr ravi d'être membre de ce Ustech Lab qui offre pour les patients des recherches dans le domaine de l'innovation et de l'usage justement de ces nouvelles technologies. Donc c'est bien sûr tout naturellement que le CHRU de Tours était très heureux d'être membre partenaire du Ustech Lab de Tours. On travaille en collaboration avec le Ustech Lab depuis déjà quelques temps. Pour la simple et bonne raison que ce Ustech Lab est assez novateur, ne serait-ce que par ses études qui sont menées principalement en EHPAD, sur les usages des technologies et sur l'organisation que ça peut engager auprès des professionnels. L'équipe se compose de chercheurs de l'Université de Tours, pour l'instant 3 chercheurs issus de la sociologie, des organisations et du travail, également 2 personnels de la Mutualité française Centre Val de Loire, ainsi qu'une chargée de mission Mutualité française Centre de Val de Loire et du CHRU. Aujourd'hui, 4 axes de recherche sont portés au sein du Living Lab. Le premier axe concerne le maintien de l'autonomie de la personne âgée. Le deuxième axe, l'accessibilité du soin, en particulier autour de la téléconsultation. Le troisième axe concerne l'interaction sociale entre la famille, les résidents, les patients, les usagers et les professionnels de santé. Et le quatrième axe concerne l'enjeu de développement de la technologie en lien avec les besoins des professionnels de santé. On a eu quelques expériences qui ont permis de prendre en charge un résident ou une résidente, par exemple, à l'aide notamment de QT, qui a permis
de temporiser, d'attendre le médecin sur une blessure par exemple. Le Living Lab recourt à un dispositif méthodologique innovant qui combine à la fois des recherches réalisées de façon assez classique au sein des établissements par le biais d'entretiens, qu'ils soient individuels ou bien des entretiens de collectifs ou bien des observations au cours desquelles les chercheurs sont soit en position de simples observateurs de ce qui se passe au cours d'ateliers ou d'activités ou bien des observations participantes, des ateliers de co-construction avec les professionnels. Et un deuxième aspect méthodologique qui consiste en des simulations qui ont lieu dans ces locaux au sein de l'espace MAM, où il s'agit là de mettre en situation des professionnels sur la base de scénarios qui sont rédigés par les chercheurs, scénarios qui se veulent au plus près de ce qui peut être vécu dans les organisations des technologies. Alors participer au Living Lab, ça me permet d'avoir une nouvelle expérience en dehors de l'établissement et c'est aussi partager mon expérience auprès des résidents, pouvoir enrichir ce petit robot, pouvoir apporter des corrections et aussi partager les avantages de cette nouvelle technologie avec les autres établissements du groupe qu'on ne croise pas souvent, nos collègues même. Et c'est une journée sympa où ça permet cet échange et un débat autour des nouvelles technologies. Après cette présentation, peut-être on va passer à Selma Josso, vice-présidente de l'université. C'est-à-dire comment l'université, ça rentre dans ses missions et comment mieux accompagner ces travaux, ces structures un peu décloisonnées qui ont du mal à rentrer dans les cadres de chacune de leurs institutions qui sont à la fois nourricières et en même temps, voilà, c'est compliqué des fois de ce travail-là. Alors comment on peut faire pour améliorer la fluidité des choses ? Merci Bernard, merci à tous d'être présents pour ce premier colloque du Living Lab. Donc je vois bien que finalement, il n'y a pas de hasard sur la date choisie, hein. Tous les éléments se sont conjugués pour que ça ait du sens pour tous. Alors quand j'ai été sollicitée, on m'a dit, voilà, l'objectif c'est un peu que tu expliques pourquoi est-ce que l'université, en tant qu'université, a intérêt à s'engager dans le Youth Tech Lab. Pourquoi est-ce que c'est le rôle de l'université de s'engager ? Alors, une première réponse très très facile peut arriver, c'est d'abord la raison légale. Et moi, en tant que juriste, ça me convient bien, d'accord ? C'est-à-dire que le Code de l'éducation et les missions de l'université, elles sont inscrites dans le Code de l'éducation. Le Code de l'éducation précise que parmi les missions de service public de l'enseignement supérieur figurent, après la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats. Et précisément, le rôle du Youth Tech Lab, finalement, c'est de mettre en relation des entrepreneurs, des industriels, des professionnels de santé, en l'espèce en EHPAD, et des chercheurs. Et donc, on voit bien que finalement, le Youth Tech Lab, il a cette particularité-là de concentrer en un même lieu et sur une même temporalité un lieu d'élaboration des savoirs et de diffusion de ce savoir acquis et de valorisation des résultats de la recherche. Tout est dit. Alors, on pourrait se contenter de cette raison-là. Le premier Living Lab, Intelligence artificielle et santé en sciences humaines et sociales, qu'est le Youth Tech Lab, est un lieu d'innovation. Et l'université est un lieu d'innovation. On pourrait se contenter de cette raison, et elle explique à elle seule le partenariat qui a été noué par l'équipe présidentielle précédente, le partenariat qui a été noué entre la mutualité et le CHRU et l'université. Et puis, il y a quand même d'autres raisons plus fondamentales à l'engagement de l'Université de Tours et de l'équipe présidentielle que j'ai l'honneur de représenter ici. C'est que quand même, l'université, elle remplit une mission de service public. Nous remplissons une mission d'intérêt général, l'ensemble des personnels qui font la recherche, quel que soit leur statut, servent l'intérêt commun. Autrement dit, l'université est au service du public. Qu'est-ce que ça veut dire, être au service du public ?
Ça veut dire, bien sûr, être au service du public estudiantin, de nos étudiants. Ça a été souligné, et je le réaffirme avec force ici, le Youth Tech Lab a une vocation aussi, qui est l'amélioration des formations, qu'il s'agisse évidemment des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des animateurs socioculturels, autrement dit de l'ensemble de ces métiers qui concourent au bien-être des résidents en EHPAD. Mais être au service du public, ce n'est pas juste une posture, c'est aussi se mettre au service du public. Et c'est là aussi ce que permet de faire le Youth Tech Lab, puisqu'il permet à nos chercheurs, il permet à nos chercheuses de se mettre à la disposition des personnels en EHPAD, d'aller à leur rencontre sur leur lieu de travail ou de les faire venir sur ce lieu qui est situé à MAM pour étudier notamment l'impact de la technologie sur leur pratique professionnelle, sur leur métier, sur ce qui les occupe plus de 8 heures par jour. Et quand ils rentrent chez eux, ça continue à les occuper, parce que les métiers qui sont pratiqués ici sont des métiers qu'on ne pose pas en posant sa blouse. Ça nous habite. Se mettre au service du public, c'est être aussi ouvert au dialogue. Alors, avec d'autres disciplines universitaires, et c'est précisément tout l'enjeu du Youth Tech Lab, de mettre dans un même lieu des professionnels de santé, des universitaires en santé, et des universitaires en sciences humaines et sociales, des sociologues en l'espèce. Mais on peut tout à fait imaginer qu'à l'avenir, le Youth Tech Lab puisse mobiliser d'autres universitaires, d'autres disciplines, peut-être par exemple des juristes. Là encore, le fait que je sois juriste n'est pas un biais. Et puis, le dialogue, c'est aussi le dialogue avec d'autres professionnels qui ne relèvent pas du monde académique. Vous l'avez dit, monsieur le doyen. C'est être ouvert à des entrepreneurs, à des industriels. Et l'objectif, c'est de leur permettre d'améliorer leurs outils, leurs technologies, là encore, pour être au service du public personnel et au final résident des EHPAD. Et puis, il y a une dernière raison qui est moins évidente, mais qui est, à mon sens, bien plus essentielle. Le Youth Tech Lab, c'est finalement un lieu où se croisent des personnes qui ne sont pas destinées à se croiser. Le Youth Tech Lab, c'est quand même un lieu où des chercheuses, des chercheurs rencontrent des résidents en EHPAD, des professionnels en EHPAD, des industriels. Ce faisant, par la voix des chercheurs et de chercheuses, le lien se fait entre industriels, personnel d'EHPAD, le lien se fait entre individus d'une même société. Et finalement, en travaillant avec les personnels en EHPAD, notamment, le Youth Tech Lab rend visible la recherche en sciences humaines et sociales. Il la rend visible auprès de publics qui, traditionnellement, n'y sont pas confrontés. Ce n'est pas leur métier. Et ils ont une connaissance qui est évidemment éloignée. En rendant la recherche visible, il montre son utilité. Et il montre son utilité en une période quand même très trouble, où l'université est si malmenée. En somme, par ce partenariat avec la Mutualité française, région Centre-Val de Loire, le CHRU, l'équipe présidentielle de l'Université de Tours montre son attachement à une valeur forte, à une valeur qui nous guide. Elle montre notre attachement à ce que l'université soit ancrée dans son territoire immédiat, dans son territoire premier. Et elle montre aussi l'enjeu qui est de répondre à l'enjeu fondamental que notre société doit affronter, le vieillissement de sa population, bien sûr, la formation des personnels, et surtout les questions relatives à la santé et à la bientraitance de nos aînés. Finalement, ce que montre le Youth Tech Lab aussi, c'est que loin d'être isolés dans leur tour d'ivoire, celles et ceux qui participent à l'élaboration de la recherche font de la science pour et avec la société. Je vous remercie. Ensuite, c'est Isabelle Sabadotto qui va nous donner son point de vue d'acteur très engagé ou d'actrice très engagée dans les vignobles, et en particulier en traitant une chose que peut-être, si on est universitaire, peut-être que nous on ne sait pas faire,
tout ce qui est les partenariats, par exemple avec les partenaires ou ces choses-là que des chercheurs classiquement on pense que c'est de l'intendance, mais non, c'est pas de l'intendance, c'est fondamental. Alors, merci Bernard. J'aurais précisé aussi que, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est que le Ustech Lab est aussi né de l'idée de Dominique Pardou, qui est ici avec nous, directeur général de la Mutualité française, qui est arrivé en Centre Val-de-Loire avec l'idée d'étudier l'impact de ces nouvelles technologies sur les métiers de la santé, mais côté vraiment professionnel de santé. Donc ça, c'est un point fondamental, en tout cas qui anime notre fonctionnement aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de professionnels de santé qui sont avec nous dans la salle et on en est super ravis, très contents. Que Daniel est à mes côtés, mais d'autres professionnels participeront aux tables. L'idée, c'est qu'ils construisent en fait aussi les formations de demain, une réflexion sur leur métier, mais de façon assez pragmatique. Et c'est l'intérêt de ce fonctionnement écosystémique, c'est-à-dire qu'on s'appuie à la fois sur eux, sur leurs compétences, parce qu'ils savent parfaitement comment ça fonctionne sur le terrain, avec une aide qui est aujourd'hui l'aide technique, l'intelligence artificielle ou technique ou numérique. Et puis, on va regarder avec l'aide des chercheurs la façon dont les organisations vont être éventuellement bousculées, améliorées, complexifiées. Voilà. Et je voulais aussi préciser que tout le temps que vous passez in situ, en simulation, derrière, il y aura des retours. Enfin, il y a des retours aussi. L'idée, c'est d'arriver avec des solutions. Aujourd'hui, Saïdi Mesbah est avec nous. On a un programme de formation qui est en train d'être monté et qui va s'appuyer aussi sur ce que vous faites. On travaille sur des solutions d'EHPAD qu'on appelle à domicile ou hors les murs, ou des services de maintien à domicile. Et là, on a Bruno Papin qui est aussi avec nous et qui s'occupe de cette thématique-là. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de faire le lien de façon assez concrète et de traduire finalement les résultats de recherche qu'on va obtenir et de les rendre visibles et de les faire fonctionner de façon assez précise et grâce à vous. Et c'est hyper important que vous soyez avec nous et que vous participiez. Voilà. Et puis enfin aussi on a Alain Tixier qui est présent, qui est un des industriels qui travaille avec nous, une des startups, et qui va illustrer parfaitement aussi notre fonctionnement pour dire qu'on a aussi d'autres partenaires. On a MJ9 qui est présent, on a Caliceo qui n'a pas pu venir mais qui est à distance. Donc je salue Nicolas Villeneuve, on a la société SFI aussi qui est à distance, mes docteurs aussi avec qui on travaille sur la téléconsultation. Voilà, tout ça pour dire qu'on apprend les uns et les autres à travailler ensemble avec un objectif commun, qui est d'avoir des résultats, alors qu'ils ne sont peut-être pas favorables des fois pour... et je ne me tourne pas vers Alain pour lui dire que ce n'est pas bon, pas du tout, mais parfois ça ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, mais l'idée c'est qu'on arrive à optimiser des solutions qui pourraient, ou peut-être qui ne sont pas utilisées chez nous. Voilà, mais ça, je pense qu'en termes de partenariat et de développement, c'est hyper intéressant aussi en termes de développement commercial. Et ça nous oblige aussi les uns et les autres à travailler ensemble et à trouver des temps communs pour trouver des solutions et dans un temps qui soit quand même acceptable aussi pour les professionnels de santé et qui ont des attentes fortes, et ça, on en a bien conscience. Monsieur Tixier. Voilà. Bonjour, merci. On n'attaque pas le sujet intelligence tout de suite, c'est d'abord une présentation. Oui. Donc bonjour à tous, merci d'être là, bravo pour l'organisation, c'est un bel événement. Nous, on n'a pas choisi la facilité, on vient de Nice et Nevers, on a élu domicile. Et en fait, c'est ici, dans le Ustech Lab, qu'on a trouvé l'écho. On attendait donc pour faire évoluer nos innovations. Alors, vous parlez souvent de chercheurs, donc nous on dit souvent des chercheurs on en trouve, et nous ce qu'on veut c'est trouver, c'est vraiment trouver des chercheurs qui trouvent des choses. Et quand on confronte nos innovations à ce monde de la recherche, ça nous fait effectivement des fois prendre conscience qu'on est peut-être loin de ce qu'attendent les usagers. Même si, alors le terme industriel, moi, il me fait un petit peu peur parce que nous, on est 3 hommes, 3 femmes et un coussin. C'est pas en rapport à Colline Serrault, mais donc on est vraiment une très petite équipe. Et cette petite équipe, c'est
c'est important pour nous parce que ça nous fait toucher du doigt souvent qu'on doit être proche des gens. L'expérience, moi, qui m'a amené à notre coussin connecté Victor, c'est la perte d'autonomie de ma maman. Donc on n'était pas du tout dans la R&D ou la R&D et innovation, on était vraiment dans le concret. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis aidant malgré moi, et qu'est-ce que je vais trouver pour aider maman? Au décès de papa souvent, ou des situations complexes. Et donc c'est l'humain qu'on a mis au centre de nos réflexions. Et souvent on nous dit ouais, mais entreprise sociale, solidaire, agrément ESUS, tout ça, ça paraît un autre monde, mais pas du tout, c'est la réalité d'aujourd'hui. On a pu voir pendant cette crise sanitaire que des innovations comme la nôtre qui permettent de reconnecter les personnes, ça montre la fracture numérique entre nos mondes à nous, parce qu'on fait partie de ce monde-là, mais le monde toutes les personnes qui sont équipées de nos coussins sont des personnes du XXe siècle. On est au XXIe. Il faut bien les aider à passer dans ce côté-là, mais on ne peut pas leur imposer des technologies. Il y a un dicton que moi je mets souvent à l'esprit, c'est tout ce qui est fait pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc, toujours remettre la personne au centre. Et ça, c'est pas simple, parce qu'au domicile, aller chercher des gens et leur dire aidez-nous. Donc, je pense que pour nous, le YouStech Lab, c'est une formidable plateforme, un espace assez convivial d'ailleurs au niveau équipement, et surtout au niveau discussion. On discute avec des gens qui sont très aimables avec nous, très bienveillants, mais ils ne font pas semblant. Ils nous disent ça ne sert à rien. Ah, d'accord, ça ne sert à rien. Comment on peut le rendre utile? Et là, du coup, on rentre dans le vif du sujet. J'ai dit dans le vif du sujet. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de toujours recentrer sur l'humain, de penser aux technologies, mais que les technologies se mettent... c'est aux technologies de s'adapter à l'être humain et non l'inverse. Et ça, quand on a compris ça, je pense qu'on peut faire beaucoup ensemble. Voilà. Premier éclairage ou éclairage avec... Là, c'est vraiment une personne de terrain. Daniel est cadre de santé dans 2 petits établissements du Loir-et-Cher. Et elle va nous dire... Bonjour à tous, merci de l'invitation pour pouvoir échanger sur ce qu'est le Living Lab, c'est-à-dire une plateforme, comme ça a été dit, d'échange au bénéfice des personnes que nous accompagnons, c'est-à-dire les résidents, en échangeant à la fois des savoirs, c'est-à-dire que les soignantes ont des savoirs concernant les résidents, concernant leurs attentes, concernant leurs besoins. Et en face, et avec nous surtout, on a des chercheurs et des partenaires industriels, mais pas que, artisanaux surtout, qui vont fabriquer des outils en lien avec les besoins réels du terrain et en échange avec les personnels qui vont utiliser ces outils. Et ça, c'est un point important, parce que s'il y a un temps trop long entre le moment où on met en place un outil et le moment où il est utilisé, il peut y avoir une déperdition de l'intérêt et de la fonctionnalité attendue. Et dans ce Living Lab, on revoit là tous les aspects pratico-pratiques, c'est-à-dire que c'est pas fréquent d'avoir de la recherche en EHPAD. Ça permet aussi, accessoirement et pas qu'accessoirement, de redonner aussi du sens aux professions du soin, du prendre soin, et d'avoir, non pas à s'adapter à un outil tel qu'il est, mais à le co-construire. Et ça, c'est une démarche qui peut vraiment changer des choses, notamment dans la vision du soin et dans la vision de l'implication du soignant à ce qu'il réalise. Et ça, bon, le métier du soin est un métier, vous l'avez dit, qui ne se lâche pas une fois qu'on a laissé la blouse, mais qui permet là de mutualiser à la fois les savoirs et à la fois d'avoir des retours concrets. Et ça, franchement, c'est une belle opportunité qui a été mise en place sur la mutualité dans des établissements qui sont, pour nous, de petits établissements, d'une 42 places, à taille humaine, et qui permettent des accompagnements tout à fait personnalisés et dans le sens... Enfin, ces outils sont des outils qui sont créés avec les professionnels, pour les résidents et quelque part avec eux, puisque les professionnels amènent à l'équipe ce qu'elles savent du quotidien, et effectivement pas toujours avec des fioritures. Si ça ne marche pas, s'il y a des difficultés techniques, on peut le faire savoir. Et en même temps, quand ça fonctionne, c'est aussi des beaux outils d'accompagnement qui complètent
l'accompagnement dont on dispose habituellement, l'accompagnement des animateurs, la prise en charge globale, etc. Donc c'est vraiment une grande richesse et c'est un plaisir de pouvoir coopérer dans ce champ d'une recherche et d'un accomplissement de produits qui vont être utiles et qui sont présents de surcroît sur les sites. C'est aussi un bel échange qui permet aux infirmiers, qui permet aux aides-soignantes, vous l'avez dit, aux agents de soins, aux animateurs, et même nous, dans l'encadrement, de pouvoir avoir des nouveautés, de participer à quelque chose qui soit innovant. Et nos soignants, une fois qu'elles seront dans l'usage de ces produits, seront aussi formatrices des générations suivantes de soignants aussi à ces techniques, c'est-à-dire de réfléchir ensemble, de faire des choses ensemble, de mettre des gens très différents autour d'une table en co-construction. Et ça, franchement, c'est une vraie chance de demain, quoi. Le soin, les soignants n'ont pas qu'à s'habituer à des outils de soins. Hein. Une compresse, ça se plie pour faire du soin. Là, on a des outils de haute technologie qui s'adaptent aux soins. Et ça, c'est vraiment une belle expérience. Je profite juste de la changement d'angle des caméras pour rappeler qu'on aura une pause à 14 heures, non 15 heures maintenant, que vous aurez des rafraîchissements parce que nous souffrons tous, moins aujourd'hui qu'hier, mais quand même beaucoup, de conditions climatiques qui sont très défavorables. Juste, je voulais rebondir sur ce que nous dit Daniel, c'est-à-dire comment, du point de vue des soignants dans les EHPAD, vous avez dit en quoi ça permet d'échanger, ça permet de mettre à jour, ça permet aussi peut-être de re-questionner la façon dont on travaille, soit individuellement ou soit collectivement. C'est évident. Le fait de pouvoir prendre de la distance sur son exercice, de venir travailler en groupe ici au Living Lab, que les chercheurs puissent venir, et les industriels, excusez-moi du terme, mais les artisans en tout cas de l'outil, puissent venir sur place et dans nos locaux et auprès des résidents et auprès des soignants, permet quand même effectivement de faire, d'abord de faire claquer toutes les cloisons qui habituellement sont présentes. Et finalement, chacun a sa fonction, mais dans un but commun. Et il n'y a vraiment pas de retenue, il y a une liberté de ton, il y a une liberté d'invention. On a des soignantes qui sont qui viennent au Living Lab, qui sont à la fois des soignantes qui ont un certain âge et un certain exercice, et on a aussi des jeunes soignantes pour qui les nouvelles technologies sont plutôt une facilité, et qui vont pouvoir, elles, envisager comment les choses vont s'impliquer dans leur vie de professionnels futurs. Et tout ça, le fait qu'on ait vraiment... Enfin, il n'y a pas de cloison, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit les chercheurs, que ce soit les techniciens aussi, parce que la technique pure, nous, on ne la maîtrise pas. En fait, c'est un échange de savoir qu'aucun ne maîtrise complètement. Voilà. Et ça, franchement, c'est une chance aujourd'hui, et à nous d'en tirer le meilleur. C'est sûr aussi qu'on aura des organisations qui pourront être modifiées. On a, tout à l'heure, sans déflorer les sujets suivants, une de nos collègues a travaillé le management autour d'une de ces technologies et a fait évoluer déjà la façon dont l'équipe évolue. Donc, voilà, on avance chacun, c'est un chemin qui réserve à chacun des belles surprises et des outils qui s'affinent le temps passant et qui vont aller de plus en plus vers ce dont ont besoin les résidents. Et nos résidents, aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, et dans 10 ans, ce ne sera pas les mêmes. Donc avoir des outils qui soient évolutifs aussi, c'est important, parce que sinon, on peut être aussi à côté d'une prise en charge attendue et à côté de besoins. La population évolue et on doit, nous, dans le soin, évoluer avec elle. Juste avant de donner la parole à la salle, Alain, peut-être, vous pourriez nous dire comment les retours de terrain, comment vous faites en tant
Alors pour industriel, start-up, je sais pas, entreprise à taille très très humaine, hein, 3 hommes, 3 femmes et un coussin. Et comment vous faites pour intégrer des choses dans la conception? Alors, en fait, aujourd'hui, on a une version de coussin Victor qui a déjà comme projet de faire naître sa petite sœur, Victor IA. Ça, c'est né un peu aussi du fruit de nos rencontres, de nos discussions. On s'aperçoit que le domicile, c'est la même personne qui est au domicile, mais c'est aussi la même personne qui est en EHPAD. Quelle que soit la position où elle est, c'est toujours la même personne. Et c'est des besoins qui changent en fonction de la situation. Donc nous, on pense beaucoup à l'EHPAD hors les murs. On commence à venir au domicile pour, j'allais dire, presque préparer la personne à son avenir, qui ne sera peut-être pas forcément chez elle. Mais dans le maximum du temps, on essaye de privilégier que la personne reste au domicile parce que c'est son choix. Les pouvoirs publics le préconisent aussi pour des raisons du coup économiques. Donc si on arrive à concilier tout, tant mieux. Alors nous, c'est simple, on met en place une solution et on demande de l'exploiter ou de l'expérimenter. Et quand les retours sont favorables, on ne se gargarise pas, on essaye de les faire évoluer. Et quand on nous dit, oui, mais là, c'est pas souvent compréhensible pour la personne, ça veut dire qu'on a soit raté le passage chez l'ergothérapeute, soit chez le neuropsychologue, soit chez le psychomotricien. Et en fait, on est les anthropologues aussi, les assistantes sociales. Donc en fait, on essaie de faire des tables rondes où tout le monde serait autour pour nous dire ce qu'il faudrait faire. Et c'est pas facile. Donc c'est souvent des allers-retours, c'est pour ça que ça prend du temps. Tout à l'heure, quelqu'un disait, mais si ça arrive trop tard, c'est dommage. Mais, donc il vaut mieux anticiper l'avenir. Mais anticiper l'avenir, c'est que souvent on nous dit, mais vous êtes en avance sur votre temps. Bon, ça fait plaisir à l'ego, hein, mais non, moi je suis inventeur, c'est clair. Quand on me dit, ouais, c'est pour demain, je dis, mince, j'aurais voulu que ce soit pour maintenant, quoi. Les personnes d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 10 ans, et c'est vrai. Aujourd'hui, on me dit, tiens, le coussin, il est bien, ça permet de rompre l'isolement des personnes en situation d'électronisme. Alors, l'électronisme, c'est pas de smartphone, pas de tablette, pas d'ordinateur. Comment on fait pour rester en contact avec sa famille qui est sur WhatsApp, qui est en visio? Nous, on l'a mis dans le coussin. Et tout ça, ça a été donc le fruit des événements. Et quand on a vu pendant la crise sanitaire 50 résidences nous appeler en nous disant il y a des papis, des mamies qui veulent souhaiter leur anniversaire, mais ils n'ont pas de tablette, les départements, les régions ont dit on va offrir des tablettes. Oui, mais offrir une tablette, c'est juste un outil. Derrière, s'il faut un soignant dans chaque chambre pour une personne, pour lui permettre de faire 1 heure de visio, pour lui expliquer ce que c'est que le Wi-Fi, comment on recharge la tablette et tout ça, c'est pas possible. Donc notre outil, il a cette vocation d'être en lien direct avec l'usage. Donc on fait une technologie adaptée et ça aussi, ça prend du temps. Donc les retours, ce qu'on voit quand même, c'est qu'un coussin pour une personne âgée, en perte d'autonomie ou en situation de handicap, c'est 5 ou 6 personnes derrière de la famille. Donc c'est les aidants, il y en a 11 millions en France, c'est 11 millions d'aidants qui vont trouver aussi une façon non pas de moins culpabiliser de ne pas avoir eu de lien avec leurs proches, parce que des fois ils sont loin, ils ne peuvent pas aller les voir. Donc on met des outils comme ça et on teste. Et on voit que les retours des aidants sont très importants aussi, parce qu'ils peuvent échanger, mettre des photos, mettre des contenus musicaux, du divertissement. Et nous, on ne sait pas encore mesurer quel est l'impact social. Nous, ce qu'on recherche, c'est l'impact social. Alors l'impact, le mot, il me fait un peu mal déjà, parce que c'est un impact, j'aime pas trop ce mot-là. Pourtant, c'est quand même sur combien de personnes on a une action positive. Cette action positive, si on est capable de la mesurer, notamment sur la personne qui va peut-être être moins angoissée, qui va être rassurée, tout ça, c'est des petites choses, mais c'est le quotidien de nos papis, de nos mamies et de nos parents. Donc voilà, des allers-retours. On a beaucoup de statistiques aujourd'hui qui nous renseignent sur l'usage du coussin. Le coussin, il est aussi dépollué, enfin, on peut le désinfecter, on a mis des housses en surfagnose. Tout ça, vous voyez, c'est pas de la sérendipité, mais souvent, on est en train de montrer quelque chose. Ah oui, mais tiens, on pourrait faire autre chose. Et en fait, il y a beaucoup de ça quand même. Ça pourrait laisser penser que c'est un peu amateur, mais quelque part, c'est bien aussi d'avoir ce côté nature et authentique qui nous permet d'évoluer. Et donc, Victor va avoir sa petite sœur, donc Victoria,
Et là, Victoria va être plutôt calée sur les constantes médicales, les données, la prise de température sans avoir à le faire soi-même avec une petite caméra avec un infrarouge, la saturation de l'oxygène, la glycémie, toutes ces choses-là. Et ça va nous amener à relever des constantes médicales, à pouvoir prévenir. Donc du coup, l'intelligence artificielle va avoir sa place. Prendre de l'avance sur la prédiction de ce qui peut arriver à une personne, c'est justement grâce à l'intelligence artificielle. On n'est pas là pour mettre des capteurs sur la personne tout le temps. Non, il faut qu'elle vive normalement. Et quand on a une situation normale, ça sera remonté. Et derrière tout ça, on arrive, je ne sais pas si c'est le sujet maintenant d'en parler, mais sur la téléconsultation. Olivier Véran, Agnès Buzyn ont ouvert les vannes il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est de dire, bah, tiens, on peut faire des choses. Et en fait, notre coussin, il est aussi référencé pour ça. On peut faire une station individuelle de téléconsultation avec ce coussin. Donc le médecin appelle, il est en grand sur la télé, et on peut discuter avec lui. Bien sûr, il y a une infirmière à domicile, une aide-soignante, il y a quelqu'un qui va aider un dermatologue de Paris qui ne peut pas descendre. Dans les déserts médicaux, c'est très utile. Personne qu'on va prendre en charge en ambulance pour l'emmener dans un centre pour aller faire un petit examen qui pourrait se faire chez elle à la maison. C'est aussi une incidence sur les coûts, les transports et tout ça, donc, et le bien-être de la personne si c'est à la maison. Donc, tout ça, on y travaille pour faire que la solution Victoria soit une solution de téléconsultation à part entière, que ce soit à domicile ou en établissement. Donc ça, c'est plus les projets d'avenir que le fait d'être ici dans le UseTech Lab nous a permis d'avoir un peu plus d'avenir. Et vous parliez tout à l'heure de recherche de fonds. Oui, on cherche des fonds aussi pour pouvoir financer les chercheurs ici et monter un programme qui soit, mais là du coup, à la base, travailler, développer, accompagner et pour ensuite imaginer de le déployer. Parce qu'après, on a, nous aussi, une croissance. Si on peut déployer avec des partenaires comme ici, la Mutualité française ou les groupes de mutuelles, c'est aussi de la prise en charge derrière qui serait possible pour que le reste à charge du bénéficiaire soit le plus faible possible, ce qui est notre objectif à terme. Merci Alain, dire en particulier que ça va peut-être développer aussi la recherche et qu'on a des partenariats à développer, c'est bien. Isabelle ? Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Alain sur la téléconsultation, pour dire qu'en effet, l'outil est en effet extrêmement important, mais aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels on avance et on travaille, c'est finalement comment on arrive à faire collaborer l'ensemble des intervenants autour de cet outil de téléconsultation. Et l'enjeu se pose, en tout cas selon nous, plutôt sur le parcours, qui intervient quand, et comment on arrive finalement à rebondir par rapport à cette crise du Covid et à la participation des médecins généralistes qui ont été contraints de plus ou moins téléconsulter, en tout cas de modifier leurs pratiques. Mais comment on fait qu'on puisse utiliser encore cet outil, parce que comme le disait Alain, c'est pertinent, ça évite en effet de déplacer le résident, c'est très attendu dans les EHPAD et par les équipes, et là je pense que Daniel pourrait également en parler, mais la difficulté, en tout cas c'est ce à quoi on travaille, et je crois que c'est un des premiers résultats de recherche que Bernard pourrait évoquer, c'est que l'objet même du Living Lab, c'est de réussir à faire travailler, réfléchir des médecins généralistes, des infirmières, des médecins coordinateurs dans les EHPAD, des chercheurs qui sont là aussi pour restituer et renvoyer des analyses, et puis les industriels. Et puis comment ensemble, avec la start-up, en tout cas, ils arrivent à prendre en compte les remontées qui leur sont faites pour modifier des prises en charge, des techniques, la plateforme, et que chacun s'y retrouve. Parce qu'en fait, on modifie. Dans la téléconsultation, on va modifier la pratique du médecin et on ne peut pas lui imposer, on s'est bien rendu compte, on ne va pas pouvoir lui imposer cette technique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de la faire évoluer pour que chacun s'y retrouve. Mais ça veut dire que l'infirmière en EHPAD, elle va peut-être être obligée de faire certaines données peut-être que le médecin faisait. Et tout ça, ça nécessite de se mettre autour de la table et de travailler. Et aujourd'hui, c'est un des sujets qui est porté par le Living Lab. Évidemment, la techno est super importante, mais c'est tout ce travail de mise en commun ensemble qui n'est pas simple, et d'aller chercher, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous on essaye aussi d'aller chercher les CPTS pour travailler avec elles, pour expliquer ce qu'on fait, parce que l'enjeu c'est qu'on travaille tous ensemble par rapport à un enjeu aujourd'hui de santé publique qui est le suivi du résident, du patient, de la personne âgée. Merci Isabelle. Peut-être, oui, peut-être il y a des questions dans la salle, on m'avait signalé, Stéphanie ? Non ? Des questions ? Oui, Clarisse ?
des questions qui viennent en direct du vaste monde. Notre inscrit de plus loin venait de la Duke University, donc je ne sais pas si c'est pour dire le rayonnement qu'on a déjà. Oui, on a une question pour Daniel Leblanc. Comment les équipes se sont-elles appropriées les outils proposés? Est-ce venu d'elles ou y a-t-il un besoin d'impulser? Et voyez-vous une nouvelle forme dynamique des équipes autour des sujets d'innovation? Alors, on a proposé la participation au Living Lab, et une fois que les soignantes ont eu l'expérience de venir sur place, notamment dans les ateliers de simulation, quand il a été question de reproposer d'autres dates, les soignantes, là, pour le coup, étaient extrêmement volontaires, parce qu'elles sentent bien qu'il se joue de l'intérêt de leur profession et de tenir compte de ce qu'elles peuvent amener comme information. Donc ça a un vrai intérêt pour les équipes. Après, de se dire comment les équipes se saisissent après des outils, clairement, il faut des gens qui soient moteurs, c'est évident. Quand on a un professionnel, comme on a vu tout à l'heure, Alison, une de nos infirmières, qui est très très portée sur les nouvelles technologies et qui essaie d'en explorer l'utilisation assez finement, c'est extrêmement important. Clairement, cette plateforme et le Living Lab, elle s'appuie sur les humains, sur les soignants, à la fois dans la mise en place des outils, à la fois dans leur usage. Et je pense qu'on est encore un petit peu jeune dans l'utilisation pour dire ce que ça a changé, à la fois dans l'exercice des professionnels et à la fois dans la prise en charge des résidents vraiment stricto sensus. Ça demande à ce que la densité d'utilisation des outils soit sûrement un petit peu plus grande, qu'on en découvre parfois des usages au décours de situations de la vie courante. Et ça demande à être évoqué dans un temps sûrement un petit peu plus long que celui dans lequel nous sommes. Mais en tout cas, il y a un vrai intérêt, ça c'est sûr. Une question également pour Madame Sabalotto et Monsieur Buron. Vous êtes à l'initiative de ce Living Lab. Y a-t-il eu un temps d'apprentissage du langage et des modes de pensée de l'autre pour dialoguer librement? C'est Bernard qui va répondre d'abord. Bon, des fois, quand on joue à la patate chaude, on ne gagne pas. Hein. Très clairement, oui. Peut-être même si on est tout à fait honnête, il y a encore des moments où... Il faut bien voir que les personnes qui se croisent viennent d'univers professionnels, culturels, de pratiques qui ne sont pas les mêmes. Et qu'il faut quand même commencer à se faire une sorte de vocabulaire commun, un lexique commun. Et voilà, c'est des fois pas simple. Alors après, si je dis qu'on a bien réussi, on va croire que je dis qu'on est super, etc. Il y a vraiment des univers. La temporalité de la recherche académique n'est pas du tout la temporalité des attentes des professionnels ou des institutions. Et même, c'est banal, mais faire dialoguer des professionnels de 3 institutions différentes, ne serait-ce qu'avec faire utiliser les outils les systèmes d'information de chacun des 3 établissements concernés, c'est des fois... vous voyez, moi, je me suis beaucoup arraché les cheveux. Non, mais parce que... Par contre, c'est un indicateur. C'est un indicateur, d'une part, que nos institutions sont... Alors, c'est particulièrement vrai sur les systèmes d'information, ce n'est pas une critique. Les responsables de systèmes d'information ont un rêve et une obligation, et ça se trouve que c'est la même, c'est de tout fermer pour assurer la sécurité. Et quand on veut faire de la transversalité, c'est des fois très très compliqué. Mais au fait, il faut se dire que c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça a aussi un indicateur dans les établissements de tout ce qu'il faut caler techniquement par avance. Que si effectivement, la chose qu'on n'a pas vue, le piège qu'on n'a pas vu en termes d'interopérabilité par exemple, alors nous on a dit des choses sur il faut du Wi-Fi, etc. Bon.
Et donc, on a un besoin de... Alors, nous, quand on a dit ça, je vois bien, là, je vois monsieur le directeur général, quand on a dit qu'il faut du Wi-Fi de très haute qualité dans toutes les chambres de tous les EHPAD de la région, nous, en tant que chercheurs, on se dit, ben voilà, on a un résultat, ça c'est vrai. Après, il y a une traduction économique, voilà, il y a un temps, etc. Donc, on a besoin d'apprendre nos catégories de pensée. Alors, certains penseraient peut-être qu'on s'ampute. Moi, je préférerais dire qu'on se développe en comprenant que les univers ne sont pas les mêmes et qu'il faut trouver des passerelles, des langages communs. Et une fois qu'on a fait ce chemin-là, ben oui, on y arrive. Et puis quand il y a un problème ou une incompréhension, ben on pose le problème sur la table, on discute et on fait ce qu'on fait. En fait, on applique la même chose qu'on fait avec les professionnels en simulation. Chacun exprime un point de vue et puis on débat, on avance et on essaie de faire avancer les choses. Juste pour peut-être compléter par rapport à ce que dit Bernard, la problématique de cultures différentes et de modes de fonctionnement différents, il est en effet peut-être exacerbé au sein du Living Lab parce qu'on arrive tous avec un bagage qui est assez bien identifié, mais je pense qu'on le retrouve dans les établissements, on va le retrouver partout ailleurs en fait. C'est des problématiques de collaboration encore une fois. Donc on vit les mêmes problématiques de collaboration que vous pouvez vivre partout dans vos établissements et dans vos structures. Là c'est peut-être un petit peu plus exacerbé, mais en même temps je crois qu'il y a une telle volonté d'avancer ensemble qu'on arrive à trouver des solutions. Et puis c'est surtout notre capacité à travailler ensemble et à trouver des solutions partagées. Mais je crois que franchement c'est un problème qui est général. Dans le mode de compréhension, par exemple, d'une situation, il y a, par exemple, une soignante, et en face, notamment quand il est question de QT, on va avoir un informaticien qui va intervenir dans de la programmation et dans du codage. Et on a vu aussi que, notamment, une partenaire de chez QT est venue à l'EHPAD pour essayer de décrypter le besoin, elle ayant la double connaissance à la fois de compréhension de ce qui se demande sur le terrain et une partie de la compréhension de ce qui peut être fait en programmation codage. Et elle va reporter après en termes extrêmement techniques à ces techniciens de programmation ce qui est attendu. Alors on voit qu'il y a des gens qui sont aussi des médiateurs, des traducteurs, parce que le langage, effectivement, quand un soignant dit il faudrait que QT puisse danser, ben derrière, ça veut dire que le programmateur doit intégrer un certain nombre de notions qui nous sont complètement abstraites, mais qui, lui, doit le guider pour obtenir la danse. Donc ces différences de langage-là, elles sont intéressantes. C'est ce qui fait avancer le projet, mais ça demande souvent une double compétence. Et là, on a par bonheur quelqu'un qui fait ça admirablement chez QT et qui répond bien aux besoins. Mais on voit qu'effectivement, entre le langage du soignant et le langage de la programmation informatique, il y a un monde. Et au sein du Living Lab, c'est le champ justement de compréhension du besoin pour obtenir la réponse par une technologie adaptée. Il y a des questions dans la salle, peut-être ? Questions dans la salle. Vous avez un micro qui se promène, qui est nettoyé à chaque fois. N'ayez pas de crainte. Oui, monsieur Dubouloz. Oui, j'avais une question. Je me présente peut-être ? Peut-être. Oui, je sais pas. Nicolas Dubouloz, conseil régional. J'avais une question à Madame Leblanc, mais peut-être que les autres pourront y répondre aussi avec des angles de vue différents. Finalement, c'est dans quelle proportion des cas, au sein de vos collègues, vous avez des réactions au contraire complètement négatives par rapport à ce type d'approche-là ? Et comment vous faites dans ce cas-là ? Alors, il n'y a pas d'obligation à l'usage du matériel. On a pris l'option de laisser les professionnels venir vers la technologie pour pouvoir... C'est en fait un élément supplémentaire dans une trousse à outils professionnels qui existe déjà. Et c'est l'expérience souvent qui a amené l'usage. C'est-à-dire quand on a, pour reprendre la
l'éducation de l'infirmière qui, chez nous, est extrêmement porteuse sur ce champ-là. Quand une soignante voit qu'un résident est pertinent, par exemple, sur un memory, elle va avoir envie de pouvoir le reproduire en direct avec lui. Donc il y a après une formation qui se fait in situ et un intérêt qui vient. Mais on n'a pas rendu le programme, enfin on n'a pas rendu l'outil obligatoire dans les prises en charge. Peut-être que pour l'instant il est un peu sous-utilisé, mais en tout cas ça permet aussi de ne pas fracturer les équipes sur I compatible et I moins compatible. Il y a des gens qui sont très friands de l'informatique et des nouvelles technologies, d'autres qui le sont moins. Et en respectant cet aspect-là, on a quand même une diffusion qui va à son chemin, hein, mais qui est meilleure, je pense, que si on le rendait immédiatement obligatoire. On voit, par exemple, les réticences que peuvent avoir des soignants quand on met en place des nouveaux logiciels de soins, par exemple. Ça demande de la formation, ça demande des tutorats, ça demande des gens plus pertinents qu'on peut mettre en binôme, etc. Et autant il y a, je dirais, pas vraiment le choix sur un logiciel de soins, autant là, sur les nouvelles technologies de l'accompagnement, on les laisse venir. Voilà. Mais il y a d'autres méthodes, hein, et vous découvrirez tout à l'heure une expérience qui est différente de la nôtre et qui probablement vous apportera d'autres informations complémentaires à ce que je vous apporte là. Oui, juste un complément sur nous, les réticences qu'on voit à la technologie. Quand on met robot, c'est souvent... on dit robot, voilà, c'est le terme un peu consacré. Ça peut faire peur à des gens parce que quelquefois, on a l'impression... Heureusement, grâce à la technique, on voit que c'est une impression fausse, mais que les outils vont remplacer les humains du jour au lendemain. Et on a tous, dans l'imaginaire, dans la partie négative par rapport aux techno, la caisse automatique au supermarché qui va faire supprimer les emplois des caissières. Et on se dit, quand on projette ça sur soi-même, il n'y a pas un enthousiasme très fou à ce qu'une techno... et donc peut-être que c'est l'usage qui va faciliter... D'abord en faisant baisser la peur irraisonnée d'une technologie qui remplacerait l'humain. Et moi, je rebondis sur le terme de Daniel. C'est l'idée que les professionnels ont une boîte à outils et que les technologies sont un outil de plus qui doit trouver sa place parmi les outils existants, parce qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont non technologiques, sont parfaitement efficaces. Et si les professionnels arrivent, et c'est ce qu'on voit bien dans les simulations, s'ils arrivent à imaginer la place de cette techno, un usage qui va venir les compléter et augmenter leur efficacité, leur donner des moyens d'agir sur des parties de leur activité où ils ne peuvent pas agir sans la techno, là, ils vont adhérer. L'idée, effectivement, ce n'est pas des métiers qu'on quitte en quittant sa blouse. C'est une question qu'il faut intégrer. C'est-à-dire, si l'outil donne des possibilités supplémentaires d'agir sur des parties où le professionnel est en échec avec ses outils normaux, là, effectivement, on aura de l'adhésion. Mais l'adhésion, elle ne vient pas par un discours qui vient d'en haut, elle peut venir par l'échange latéral avec un collègue, par le fait qu'on a vu quelque chose. Et peut-être que les plus jeunes voient ça tout de suite, immédiatement, et peut-être que les moins jeunes ont besoin d'un petit peu plus de temps. Mais là encore, dans ce qu'on voit, la variable âge n'est pas une variable pertinente. Hein. Ce n'est pas les plus vieux qui seraient contre le changement et les plus jeunes qui seraient pour. Heureusement, enfin malheureusement pour ceux qui pensent ça, et heureusement pour tous les autres, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la façon dont, au fond, quand les professionnels, s'ils arrivent à être rassurés sur le fait que la technologie leur donne plus de moyens d'agir et plus de moyens d'être professionnels de santé, ça va presque tout seul. Après, il faut quand même qu'ils arrivent à imaginer comment on peut utiliser ça et comment on peut faire plus avec ça que sans cet outil. D'autres questions ? Oui, Clarisse ?
Une question pour Madame Josso. Monsieur le doyen a évoqué la dimension recherche, mais aussi la dimension enseignement. En quoi ces recherches appliquées peuvent-elles nourrir les enseignements délivrés au sein de l'université? Et est-il possible d'imaginer des passerelles entre ces deux missions de l'université? Alors, en fait, des passerelles, il y en a systématiquement. D'abord parce que la plupart des chercheurs à l'université sont enseignants-chercheurs. Ce qui veut dire mécaniquement que les recherches qu'ils produisent, sur lesquelles ils réfléchissent, et là aussi, ce n'est pas des recherches que l'on quitte en fermant la porte de son bureau. C'est des choses auxquelles on réfléchit constamment. Ces recherches-là, ensuite, elles sont utilisées dans le cadre des enseignements. Ce qui veut dire que les chercheurs et les chercheuses qui sont impliqués dans le cadre du Youth Tech Lab transforment déjà leur manière d'enseigner. Donc ça, c'est une première partie de réponse. L'autre partie de la réponse, que je trouve bien plus intéressante finalement, c'est que, et vous l'avez dit Madame Leblanc aussi, c'est que vous participez à la construction des technos que vous allez ensuite utiliser. Ça veut dire que vous, là, vous avez aussi un aspect finalement formation. Et ça veut dire aussi que dans le cadre des formations initiales, par exemple, ou continues qui vont pouvoir être dispensées dans le cadre de l'université, on va pouvoir aussi utiliser ce que vous avez mis en place, les outils que vous avez mobilisés, les méthodologies que vous avez utilisées, on va pouvoir aussi les transposer dans les enseignements. Ça veut dire aussi que les futurs professionnels de santé, et plus largement, qui interviennent en l'espèce dans les EHPAD, on va pouvoir aussi adapter l'enseignement, et c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, en intégrant aussi la techno dans l'enseignement. C'est-à-dire que dans le cadre des formations, on peut tout à fait penser à ce que des industriels, c'est pas un gros mot, hein, des entrepreneurs qui développent une techno qui est ensuite utilisée par exemple dans les EHPAD, puissent aussi venir dans le cadre des enseignements pour montrer l'utilité que ça en a et participer aussi à l'élaboration de ce savoir-là. La formation et la recherche, ça va de pair systématiquement. L'un et l'autre se nourrissent tout le temps. On est vraiment dans l'intercomplémentarité systématique. Alors, on me dit que pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc, on arrive à la fin de la séquence. Alors, deux précisions très techniques. Nous allons avoir une pause de 15 minutes. On reprend à 15h15. Vous pourrez, pour ceux qui le veulent, aller du côté du bar pour des rafraîchissements sans alcool et parfaitement Covid, rassurez-vous, enfin anti-Covid. Et pour ceux qui veulent, vous pourrez aussi aller du côté du Living Lab, voir les technos qui sont... Enfin, il y a 5 ou 6 technos avec la plupart du temps les entreprises, les acteurs économiques, les créateurs, il faudrait que tu nous dises... les inventeurs qui pourront vous concrétiser pour ceux qui ne savent pas forcément bien quelles sont les technologies actuellement expérimentées. Merci à vous.